restez fidèles à Malaika Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue dans Politique à la carte. Comme chaque semaine, on se retrouve autour de cette table pour parler, pour analyser les questions importantes d'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, encore une fois, nous revenons pour parler cette fois-ci de cette convocation par la Commission électorale nationale indépendante du corps électoral en vue de dépôt des candidatures au niveau des élections provinciales, municipales ainsi que locales. Nous allons également parler de la question de la sécurisation des candidats, notamment de l'opposition des candidats à la présidentielle. Où en est-on exactement avec l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo? Est-ce que cela donne confiance aux différentes parties prenantes dans ce processus électoral qui aura donc son aboutissement en décembre prochain? Ce sera cela notre tout premier sujet. En deuxième partie de l'émission, nous allons quand même parler de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est des notoriétés publiques. Le chef de l'État a eu à remanier son cabinet, notamment au niveau du conseiller en matière de sécurité, mais aussi au niveau de services de sécurité. Nous allons essayer un peu d'analyser, de nous projeter sur l'impact, sur ce geste du chef de l'État, mais aussi l'impact de tout cela sur la sécurisation de la RDC, notamment avec l'Est de la République démocratique du Congo. On voit que la RDC se lance dans ce qu'on peut appeler des accords bilatéraux avec les pays pour les questions de sécurité à l'Est de la RDC. On va essayer un peu d'analyser, de comprendre tout cela dans Politique à la carte de ce dimanche. Alors, pour en parler, comme d'habitude, je reçois des invités autour de cette table. À ma gauche, je reçois Monsieur Jérémy Yav. Il est fédéral du parti Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Jérémy. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Merci beaucoup de l'invitation qui m'honore. Ça a toujours été pour moi un privilège de discuter des affaires de la République. Je suis très reconnaissant de votre invitation et également je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs que vous présenterez. Je salue également les téléspectateurs qui sont actuellement connectés. Merci. Voilà, en face de vous, vous aurez M. Aaron Boukassa, l'un des habitués de cette émission Politique à la carte. Aaron Boukassa qui représente l'Union sacrée sur ce plateau de Politique à la carte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir également à mes co-débatteurs. Je profite de la même occasion pour saluer l'ensemble du peuple congolais qui nous suit en cet instant. Alors, nous allons aussi avoir un expert dans les questions politiques, un analyste des questions politiques en République démocratique du Congo. Il s'agit de Héritier et Maïla, analyste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir également aux téléspectateurs de Malaika, bonsoir également aux débatteurs sur ce plateau. Voilà, le décor est planté et sans tarder, nous allons déjà entamer avec notre tout premier sujet, convocation de l'électorat, du corps électoral pour les élections au niveau provincial et local. D'emblée, je commence avec vous, Jérémy Yav. Sont désemparés malgré les problèmes, malgré les contestations, mais l'on sent que la CENI est droite dans ses bottes et continue avec ce processus électoral. Évidemment, j'apprécie cette lucidité, cette pugnacité même de la Commission électorale nationale indépendante qui, malgré les critiques, continue à foncer vers le respect de son calendrier électoral. D'ailleurs, s'appuyant sur l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui atteste le fait que cette dernière est une structure d'appui à la démocratie qui doit exercer en toute autonomie et en toute indépendance. De ce point de vue, malgré les tractations, surtout de l'opposition, cette émission se veut scientifique et on va devoir faire la part des choses, la CENI continue à faire son travail. Pourquoi? Parce que ce qui compte dernièrement, c'est l'organisation des élections dans le temps. Et on ne va pas tout de suite sauter les étapes pour arriver au 20 décembre. Il faut respecter petite étape après petite étape pour que les élections soient organisées de manière inclusive. Alors, quand ce mot sort de ma bouche, inclusivité, je commence à remettre en question toute l'affirmation que j'ai eu à faire avant. De ce point de vue,
Vous savez naturellement que, surtout relativement au fichier électoral, sûrement vous allez poser des questions. On va y revenir. L'inclusivité continue à poser un sérieux problème parce que dans sa composante et au niveau de son bureau et au niveau de sa plénière, il n'y a pas de représentation de la vraie opposition. C'est fait un bicéphalisme parce qu'aujourd'hui, les trois acteurs... Vraie opposition, vous dites. De la vraie opposition, okay. Les trois acteurs supposément d'opposition ne sont pas reconnus ni par leur parti politique, ni par leur regroupement politique. Ce qui signifie qu'il y a un sérieux problème. Ce qui signifie aussi que le fait du président de la CENI d'inviter les partis prenantes de l'opposition, sauf qu'il n'y a pas plus d'un mois et demi, pour écouter leurs propositions, signifie en soi que le président a constaté qu'au niveau de la composante CENI, il n'y a pas la version de la vraie opposition. Et si vous invitez l'opposition, c'est vrai, elle est un tout petit peu fragmentée, ce qui atteste qu'il y a beaucoup de lucidité et beaucoup de valeurs démocratiques au sein de l'opposition, il a invité les différentes parties prenantes de l'opposition pour les écouter, c'est une preuve patente qu'il y a absence du sang de l'opposition, et l'opposition qui fait ses propositions, elle se rejette. Des propositions qui sont aussi factuelles. Parce que malgré que la CENI, parce que j'ai dit déjà à un moment que j'allais décrescendo quand j'ai parlé de l'inclusivité, malgré l'entêtement de la CENI, mais on doit être les plus réalistes que possible. Dans 3 territoires, dans le Rutshuru, Masisi et Kwamouth, jusque-là, il n'y a pas d'enrôlement. Et les 16 sièges que la CENI, par les truchements du Parlement, octroie à ces 3 territoires, ne repose sur aucune factualité électoraliste parce qu'il y a 0 électeur. Alors si on va dire qu'on s'est appuyé sur le fichier de 2018, je pense honnêtement cela est tout sauf logique parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des déplacés. C'est que la démographie a bougé. Alors la CENI est un organe technique et je pense que quand on est technique, on doit être beaucoup plus factuel. La technicité repose sur des faits. Alors nous sommes dans une démographie qui a tellement bougé. Autrement, le financement, on a été à près des 25%, je ne pense pas que ça puisse être un sujet aussi important, mais la sécurisation de la personne dans la République. Aujourd'hui, la CENI, surtout par le truchement émotionnel des acteurs politiques de l'Union sacrée, avec élégance, nous présente comme jurisprudence les élections de 2006, de 2011 et de 2018, supposément organisées avec une partie coupée de la République. Tout à fait. Vous voyez au fond, c'est que de ce point de vue, on va devoir remonter le crachoir d'hier pour le présenter au peuple qui le gomme. Ça n'a pas de sens. Parce que hier, on fulminait le régime de Kabila, je m'excuse de le dire, selon lequel on ne peut pas organiser des élections crédibles avec un Congolais extrait ou élagué du processus électoral. Très bien. Et là, on parle des millions de Congolais qui ne sont pas concernés, et on nous présente ça comme jurisprudence. C'est une malhonnêteté politique. On va revenir à vous, le temps de prendre la réaction de Aaron Bokassa. Malgré les contestations, malgré des demandes, notamment du contrôle de l'audit du fichier électoral, la CENI s'entête à poursuivre avec le processus électoral. Pas dire que la CENI s'entête, monsieur le journaliste, le train des élections est déjà en marche, comme vous l'avez déjà constaté. Et tout se passe selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Et la CENI est appelée au respect du délai constitutionnel. C'est-à-dire, nous avons une loi suprême que nous devons respecter. Parce que le président de la République, il a prêté serment et il a dit qu'il va respecter la Constitution de la République. Même quand il y a des problèmes, même quand il y a des choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas pousser le président de la République ou soit la CENI à violer la Constitution de la République. Mais pas du tout. Là, il sera taxé, bien sûr, de haute trahison. Bien sûr, ses animateurs, y compris le président de la République, ça ne sera pas du tout bon parce qu'en tant que les garants de toutes les institutions, il respecte les délais impartis par notre Constitution. J'ai entendu ici dire une vraie opposition. Je voulais éclairer l'opinion pour dire qu'il n'y a pas de vraie, il n'y a pas de fausse opposition, il n'y a que l'opposition et la majorité. Donc il n'y a pas de super-hommes opposants, ou soit ceux qui sont les sous-hommes opposants, mais tous sont du côté de l'opposition.
Question d'inclusivité par rapport au processus électoral, mais ça dépend. Et lorsqu'on parle de l'inclusivité, on fait allusion à qui et qu'est-ce qu'on a comme image de ce personnage-là qui fera partie de ces élections pour que ces élections soient vraiment inclusives. Donc, vous êtes sans ignorer que la participation aux élections, c'est un droit civique, mais ceux qui ne veulent pas non plus participer, c'est de leur droit. En 2006, l'UDPS, le parti au pouvoir, avait refusé, avait boycotté les élections et les ciels n'avaient pas changé de couleur. Donc, nous sommes arrivés aux élections et puis les gagnants avaient bien sûr remporté ces élections. Donc, lorsqu'on parle de l'opposition, soit de la majorité, donc il y a deux camps, opposition ou bien majorité. Parce qu'il faudrait qu'on ajoute aussi la société civile là qui est un tout petit peu neutre. Donc, il faut falloir faire la différence entre le deux types ou soit les deux classes politiques de notre pays. Et ce n'est pas dire que bien sûr, il y a toujours des imperfections dans toute œuvre humaine. Ce n'est pas aujourd'hui que tout sera beau, tout sera parfait. Lorsqu'on nous parle de ces fichiers électoraux, il n'y aura pas de morts qui iront voter au moment des élections, mais pas du tout. Iront voter les citoyens qui ont leur carte d'électeur. Et pour ceux qui ont déjà perdu leur carte d'électeur, la CENI a ouvert ses bureaux pour que ces gens-là puissent obtenir les duplicata afin qu'ils aillent voter. Donc, voter, bien sûr, c'est un droit civique. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de choses... Je reviens à vous, mais je veux comprendre quand même. Dans vos propos ensemble, on comprend que vous êtes en train de minimiser un tout petit peu ce qui est réclamé de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas des natures, en faisant fi de tout cela, est-ce que ce n'est pas des natures à entacher même les résultats au finish? Mais pas du tout. Nos opposants, lorsqu'ils ont été en contact avec les présidents de la CENI, et même lorsque vous les entendez parler, il n'y a pas de questions de fond qu'ils sont en train d'évoquer. Il n'y a pas de questions de fond qui vont pousser à ce qu'il n'y ait pas organisation des élections. Ils vous parlent des fichiers électoraux, pendant que tout est clair. Les fichiers électoraux n'est pas biaisé, c'est un fichier qui est crédible. Et iront voter les électeurs qui ont leur carte d'électeur. Donc, il y a des zones en conflit, des territoires en conflit où règne l'insécurité. Nous ne pouvons pas, comme en 2006, on n'avait pas organisé les élections sur toute l'étendue du territoire national. Il y avait des zones qui étaient en insécurité. Mais tout ce que nous voulons, c'est que nos militaires sont en train de se battre pour, bien sûr, pacifier ces zones-là. Mais il y a un point très capital, et ce point-là, c'est le respect du délai constitutionnel. Parce que, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer que dans ces pays, ces élections ont fait couler les sangs. Les gens sont morts pour l'organisation des élections dans ces pays. En 2006, en 2000, partout, à chaque fois qu'il y a organisation des élections dans ces pays, et lorsque les délais n'est pas respecté, il y a toujours des échauffourées, il y a toujours des problèmes dans ces pays. Le président de la République lui-même, issu de cette forte opposition, il ne veut pas à ce qu'il y ait cette histoire-là de glissement. Mais ce qui se passe du côté de nos opposants, qui sont en perte de vitesse aujourd'hui, qui sont dépouillés financièrement, ils sont en train maintenant de se rechercher pour qu'il n'y ait pas élection, mais qu'il y ait organisation d'un quelconque dialogue, afin qu'ils puissent se partager les gâteaux et se faire une santé financière. Ce qui ne va pas du tout passer. Nous sommes appelés au respect du délai constitutionnel. On revient à vous. Le temps de donner la parole à vous, héritier Maïla. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de forcing de Denis Kadima et la CENI à aller à poursuivre sans tenir compte de tout ce que l'on lui demande, ou encore voilà, c'est normal, il est dans la quête du respect du calendrier? Votre lecture? Bon, mon souhait d'abord personnel est que les élections soient organisées dans les délais, parce que le cycle électoral que nous avons, nous devons respecter cela, que ça doit être un acquis, que chaque Congolais sache que lorsqu'un président est élu, il est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, et que les délais soient respectés. Mais on doit bien analyser la situation qui est sur le terrain. Il ne faut pas organiser les élections pour les organiser. Si on regarde bien les tableaux ou le décor qui est déjà planté, voyons très bien que d'une manière ou d'une autre, on aboutira toujours au dialogue. Parce que à
quoi ça va servir d'organiser les élections si il y a aussi des partis politiques qui ne participent pas au processus électoral, parce que jusque-là, nous avons des partis ou des personnalités qui commencent à se retirer ou qui se sont déjà retirés, en l'occurrence avec les FCC et tous les partis politiques et Martin Fayulu qui a suivi. Dès que j'ai fait mon analyse, c'est une analyse personnelle, ce n'est pas de la mathématique pour dire que ça doit se passer ainsi. Je vois personnellement les dialogues avant ou même après l'organisation des élections. Parce que dans la situation actuelle, si on arrive à organiser les élections, nous savons déjà que les contestations seront les bienvenues juste après la proclamation des élections, parce qu'il y a l'opposition qui n'est pas bien d'accord avec la CENI, même avec les membres qui composent cette institution. Et je ne vois pas de telles personnes accepter les résultats qui seront proclamés juste après. Selon mon analyse, avant ou après, en tout cas, nous allons droit. Tout droit vers les dialogues. Si vous permettez. Oui, allez-y. J'ai entendu par élégance, M. Aron. Moi, je pense que ce sont des questions de la République. Elles exigent une certaine exégèse. Et je fédéral de Nouvel Élan, mais je ne peux pas cracher sur des valeurs républicaines au nom de mon parti politique. C'est que quand je suis face aux questions de la République, j'essaie de me décostumer de mon poste politique. Pourquoi je dis cela? On ne peut pas aujourd'hui cracher sur l'inclusivité du processus électoral et penser qu'on va éviter le sang en minimisant l'inclusivité. C'est que si on ne veut pas qu'il y ait du sang coulé, là je parle comme un penseur, je suis dans Nouvel Élan, mais sur des questions sensibles, si on doit éviter le sang, on doit être le plus inclusif que possible. Sans respecter la Constitution de la République. Souffrez que je finisse. Je vais essuyer cette évidence, ne vous en faites pas. C'est que si on doit éviter le sang, il faut faire en sorte que les parties prenantes au processus électoral soient tant soit peu satisfaites. Parce que la CENI n'appartient pas à l'union sacrée. C'est textuel. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une union sacrée qui veut aller vers des élections avec un bilan chaotique. Je voudrais bien ici qu'on ait un échange avec vous sur le bilan de l'union sacrée. Vous comprendrez que cette assurance de l'union sacrée d'aller vers les élections en décembre 2023 repose sur une espérance de triche et de fraude électorale. Parce que si le peuple doit sanctionner de manière viscérale l'action gouvernementale, il y a à boire et à manger. Nous faisons partie des pays les plus pauvres de la planète. Le président de la République a dit que son plus grand regret est celui du divorce FCC-Cash. Le président de la République a dit que la justice est instrumentalisée. Le président de la République a dit devant les deux chambres réunies en congrès que nous avons fourni des efforts pour que la vie du Congolais soit réduisante, mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas mieux fait. Et j'appelle aux efforts du gouvernement Sama Lukonde. Ce n'est pas plus tard qu'il y a un an. C'est que de ce point de vue, on ne va pas aller dans ce qui est chimérique ou politicien que dans un débat aussi sérieux. C'est qu'avec un bilan chaotique, vous voulez avoir les élections dans le temps, ça prouve qu'il y a de la triche. Et ces élections sont pipées d'avance. Parce que les chiffres attestent le fait que la situation est chaotique. Je vais chuter, c'est une réaction. Le président de la République... Non, vous prenez déjà votre temps. Souffrez. Le président de la République a eu à dire au matin de sa mandature, je suis sérieux parce que des questions de la République, que si je n'arrive pas à pacifier la partie orientale de la République, c'est que j'ai échoué. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Et nous sommes en 2023, le chef avait dit, 5 ans plus tard, jugez-moi en fonction de la pacification de l'Est. C'est mathématique. Aujourd'hui, Bunagana n'est pas sous contrôle, ça fait presque 1 an et demi. Même lui-même, le président de la République, ne s'est pas arrivé à Bunagana. C'est une question sérieuse. Et ça signifie, si on doit prendre le président de la République au mot, il a échoué. Et avec un tel échec, souffrez que je chute en beauté, avec un tel échec, être sûr de la tenue des élections et être réélu, c'est de la faute. Ce n'est pas parce qu'on a soif que vous allez nous imposer de l'eau sale. Ce n'est pas parce qu'il faut des élections que vous allez nous imposer des élections qui ne sont pas inclusives. C'est compris. Aron Boukassa, allez-y. Oui, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que nous n'imposons personne les élections.
les élections, c'est constitutionnel et les délais constitutionnels doivent être respectés. Donc, vous comprenez avec moi qu'il y a des gens sur ces plateaux qui sont en train de pousser le président de la République à la violation de la Constitution de la République. Ils sont là, il faut me cerner. Ils sont en train de le dire. Vous devez me cerner. À haute voix. Soyez honnête avec vous-même. Nous ne devons pas aller aux élections. Nous devons d'abord organiser les dialogues, soit les concertations. Mais est-ce que ces mots sont sortis de ce sont ces gens qui sont là. Lorsque vous les écoutez, vous les entendez très bien. Ils ne veulent pas assez qu'il y ait organisation des élections dans les délais. Donc, parce qu'ils sont là. Consensus. Est-ce que c'est pas important? Le consensus, monsieur le journaliste, je vous ai donné un exemple de 2006. L'UDPS n'a pas participé aux élections, les ciels n'avaient pas changé de couleur, il y a eu organisation des élections dans ce pays. Donc si un parti ne veut pas aller aux élections, aujourd'hui on me parle des problèmes d'insécurité et tout et tout. D'ailleurs, vous savez que le président de la République a hérité d'un pays qui était presque dans une situation catastrophique. Mais quand il promettait, il le savait. Dans une situation catastrophique, dans cette situation où se retrouvait le pays, c'est la situation dans laquelle Adolphe Mouzito a plongé ces pays, Matata Pone a plongé ces pays, et tous ils ont plongé ces pays dans cette situation-là. Le problème qui se passe aujourd'hui de l'insécurité, c'est parce que les gens comme du FCC et Adolphe Mouzito et les autres, ils ont signé les accords avec les M23 pour nous amener les problèmes dans ces pays. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de résoudre ces problèmes d'ordre sécuritaire dans notre pays. Il est en train aussi de faire appel à certains amis pour que nous puissions avoir une force armée nécessaire pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Ce n'est pas aujourd'hui que ces gens qui hier ont vendu la République, aujourd'hui se présentent en donneur des leçons. Ils veulent faire croire aux gens que non, voilà, c'est le président de la République qui a échoué, pendant que le président de la République n'a pas voulu continuer avec leurs accords. Il a dit non à ce mouvement, il a dit non aux intérêts des ennemis de la République. Voilà pourquoi il lui faut la guerre aujourd'hui. Donc, question de dire, c'est cette détermination et cette volonté manifeste du président de la République aujourd'hui. Il est en train de réformer notre armée pour que ces zones-là, ces territoires-là conquis soient complètement libérés. Donc, c'est en cours. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en guerre. Ce n'est pas à l'époque, ce n'est pas pendant cette période de Félix Tshisekedi que nous sommes entrés en guerre avec le Rwanda. Nous ne sommes pas entrés en guerre maintenant. C'est une guerre dont nous Laurent Désiré Kabila lui-même disait cette guerre sera longue et populaire. Laurent Désiré Kabila lui-même le disait. Donc aujourd'hui, Félix est en train de mettre tous les paramètres sur pied pour que ces zones soient libérées et que notre pays soit totalement sécurisé. Et lorsque vous nous parlez du bilan, moi je pensais qu'on parlait des élections, mais directement il a touché le problème des bilans. Il y a d'une part les élections et de notre part le bilan. Parce que, en fait, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur des élections? Parce que vous savez que le peuple va donner son cutis, le peuple va élire, va réélire bien sûr le président de la République, Félix Tshisekedi. Non, ça c'est devant le peuple, ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas émotionnel. Allons-y. Monsieur le journaliste, il n'y a pas de revendication de fonds par rapport à leur refus de participer aux élections. Ça c'est émotionnel. On conduit le président. Si c'est émotionnel, et si vous dites réellement que le président de la République a un bilan négatif, mais allons aux élections, le peuple va sanctionner. C'est ça. Non, écoutez, si réellement c'est ce que vous dites, qu'il a un bilan négatif, mais pourquoi vous avez peur des élections? Allons aux élections, dites au peuple de les sanctionner. Qui a dit qu'il a peur? Mais je vous dis, ça sera. Non, écoutez, mais pourquoi vous avez peur? Qui a dit qu'il a peur? Il a un bilan négatif, il n'a pas réussi son mandat, il n'a pas réalisé, mais allons aux élections. Vous avez peur des élections pendant que vous avez pour sanctionner les dirigeants, nous n'avons qu'une seule voie légale, c'est la voie des urnes. C'est la voie électorale. Allons aux élections. Je vais le prouver qu'il est négatif. Mais il est négatif, allons aux élections, non? Je vais le prouver. Allons aux élections, sanctionner. C'est simple. Est-ce qu'on peut s'entendre? Voilà, on évolue. Vous avez la parole quand on vous donne la parole. J'ai droit aussi à une réaction. Voilà, que vous êtes en train de... Allez-y. Voilà, parce que je voulais dire aussi que le respect de la Constitution ne doit pas être sélectif. On ne doit pas choisir de respecter ce que vous plaît, alors que... Le respect s'oppose à tous. La Constitution de la République, c'est la loi mère. Il y a plusieurs... Et l'opposition et la majorité et la société civile, tout le monde est appelé au respect de la Constitution. Vous voyez l'union sacrée, l'intolérance. Mais non, nous sommes allés au référendum pour voter. C'est
cette constitution que nous avons. S'il vous plaît. Je disais que le respect ne doit pas être sélectif, mais on doit respecter la Constitution dans sa globalité. Exactement. Parce que aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées selon notre Constitution. Si nous prenons même la gestion du pays, jusque-là, nous avons vu avec les régimes passés, la Constitution n'était pas respectée en ce qui concerne les matières qui revenaient à la province. Et aujourd'hui, on pensait à ce que ça devrait être différent avec les régimes actuels, mais nous voyons qu'il y a toujours des problèmes par rapport à la gestion des provinces. Vous regardez même selon notre régime, nous avons le président de la République qui est là, mais en même temps qui essaye aussi de jouer le rôle du Premier ministre, alors que c'est clair dans la Constitution que les programmes est exécuté par le Premier ministre et c'est le programme du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le président de la République qui veut être en même temps exécutif, qui veut avoir en même temps un programme, alors que le Premier ministre a aussi un programme. Et d'ailleurs, c'est le Premier ministre qui les défend à l'Assemblée ou devant la représentation nationale, la représentation du peuple. C'est ce que j'ai dit, la Constitution, le respect ne doit pas être sélectif. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pourquoi essayer de parler après, alors qu'on a cette possibilité d'arranger les choses bien avant? Vous n'avez qu'à voir l'ambiance qui se passe sur le plateau, et vous avez déjà une idée par rapport à ce qui va se passer après l'organisation des élections. Pourquoi ne pas se parler et organiser les élections avec tout le monde, avec un consensus pour essayer de diminuer un peu les taux de contestation. Je ne dirais pas que les élections seront meilleures à 100%, mais quand même, là où nous voulons arriver, c'est que les gagnants puissent arriver à féliciter le perdant. Donc, que les perdants puissent féliciter les gagnants. Jusque-là, en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore possible. Depuis 2006, 2011, 2018, celui qui est élu n'est pas toujours accepté par le camp de l'opposition. Alors, vaut mieux trouver ce consensus parce que le dialogue, comme je l'ai dit, va toujours nous rattraper. Que ce soit avant, que ce soit après, ça va toujours nous rattraper. S'il vous plaît, avant que je... Ça, c'est ma lecture personnelle. Tout à fait. Vous réagissez, mais je vous pose aussi cette question. Vous allez enchaîner parce qu'on doit aussi évoluer avec l'émission. Dans ce même cadre des élections, il y a eu l'opposition, notamment un groupe d'opposition qui s'est senti en insécurité et qui a même fait appel à la MONUSCO pour sa protection. Quand vous dites que l'inclusivité, bon, vous essayez de minimiser l'inclusivité, est-ce que tout cela, ce ne sont pas de problèmes qui risquent d'impacter les résultats des élections en décembre? Il y a ce qui a été dit sur ces plateaux que je dois élaguer le plus vite possible, messieurs les journalistes. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel et tout le monde le sait. Et en soi, nous avons notre Constitution de la République. Le programme en soi, ce n'est pas seulement le programme du Premier ministre. Ça, mon co-débatteur, je crois, de la société civile, je ne sais pas. Je suis analyste politique. Je ne suis pas de la... Il doit comprendre mieux que moi que l'article 91, soit 91 de notre Constitution est clair. La Constitution dit que le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation. Donc ce n'est pas... Nous avons un président de la République qui n'est pas seulement président de la République, mais qui est aussi chef de l'État. Mais qui présente ses programmes? Présenter, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas dire que lorsque le peuple a élu un président de la République, il a élu ce président de la République sur base d'un programme. Le peuple a jeté son dévolu sur Félix Tshisekedi parce qu'il avait un programme et le programme et la vision du chef de l'État, c'est maintenu. Il y a des piliers. C'est 21 piliers. Vous êtes sans ignorer cela. Ne confondez pas la campagne et la Constitution. Ça, c'est le programme de la campagne électorale. Sur base d'un programme. Et le gouvernement, le Premier ministre, lorsqu'il est là, il définit son programme en concertation avec le président de la République. Donc, entre autres, c'est le programme du président de la République et le programme du gouvernement. Et ces deux programmes ne doivent pas être en opposition. Donc ici, il ne faut pas faire gober à la population que non, nous sommes dans un autre régime, nous sommes dans le régime que nous connaissons tous,
tous constitutionnellement parlant, et le gouvernement, le Premier ministre n'agit pas de son propre chef. Il dépend du président de la République. C'est comme ça dans ce régime. Donc il ne faudrait pas nous faire passer certaines choses. On nous parle des problèmes d'ordre organisationnel, non, la rétrocession de 40%, tout ce qui n'a pas été respecté. On ne parle pas de la rétrocession, c'est la retenue à la source. Il y a des problèmes d'ordre constitutionnel partout dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui par rapport à la gestion, non, il faut retenir à la source et tout et tout. D'ailleurs, c'est la Constitution. Non, écoutez, c'est vous qui défendez les respects de la Constitution. Ce problème, écoutez, cet aspect de retenue à la source n'a jamais posé des problèmes jusqu'à mettre le pays en péril dans ces pays depuis que nous sommes là avec cette constitution. Or, nous savons qu'il y a un article, il y a un aspect de choses qui fait couler le sang dans ce pays. Cet aspect-là de notre constitution, il s'agit du respect du délai constitutionnel. Donc, en 2016, Rossi Mukendi a été assassiné. Thérèse Kapangala était morte. Tout ce monde-là sont décédés parce que Kabila ne voulait pas respecter la constitution de la République, voulait se maintenir au pouvoir. Félix Tshisekedi ne veut pas de ça. Il veut qu'il y ait organisation des élections et allons-y. Bon, écoutez, si ces gens-là n'arrivent pas à respecter les... Est-ce qu'on peut s'entendre là? Oui, c'est ça que vous avez parlé. Est-ce qu'on peut s'entendre? L'émission se veut pédagogique. Il faut que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose et comprennent quelque chose. Sur votre argumentaire par rapport au respect de la Constitution, et notamment, on a évoqué la retenue à la source, vous avez parlé d'un point qui n'a pas mis le pays programme de la nation. Exactement. Est-ce que, selon vous, s'il faut qu'on vous comprenne, il y a des articles où il y a des parties de la Constitution voilà la lucidité violées parce que ça ne pose pas voilà la lucidité et des articles qu'il faut absolument respecter? C'était ça le problème. Nous avons d'abord dans ces pays un problème d'ordre budgétaire, d'ordre financier. Et lorsqu'on parle de la retenue à la source, il s'agit là des questions de finances. Nous avons ce problème-là. Nous avons ce problème-là. Et lorsqu'il y a, écoutez, monsieur le journaliste, lorsque vous avez des problèmes sérieux qu'il faut résoudre en toute urgence, et d'autres problèmes que nous pouvons régler petit à petit, c'est par exemple le démembrement des provinces. C'était dit depuis donc nous avons la constitution de 2006 depuis le mois de février, mais le démembrement a eu lieu quand? Donc c'est petit à petit, mais il y a des questions urgentes qui risquent de mettre le pays en sang et en feu qu'il faut résoudre le plus tôt que possible. Très bien. Ces gens-là qui ne veulent pas respecter. Vous m'avez posé une question par rapport à la MONUSCO de ces gens-là. Oui. Donc ces gens qui ne veulent pas respecter l'ordre constitutionnel, qui ne veulent pas respecter les lois du pays, qui veulent marcher selon leurs propres chefs, selon leurs propres émotions, leurs propres sentiments, vous voulez que le pays, que nous soyons comme dans une république bananière, comme dans la jungle où il n'y a pas de respect de loi. Mais pas du tout. Il y a quand même des services qui sont appelés à faire respecter la loi, les lois du pays, à faire respecter même la constitution de la République. Donc si ces gens-là vont à l'encontre de nos lois, des fois ils vont rencontrer les forces de l'ordre. Donc s'ils trouvent refuge à la MONUSCO, bon, c'est de leur droit. Chacun, lorsque... Écoutez, et ces gens-là, ils sont là à chaque fois, c'est eux qui ne veulent pas respecter les lois du pays, et puis ils crient dans les médias, ils alertent la communauté internationale, ils alertent la MONUSCO par rapport à ceux qui sont en train de vivre, par rapport à leurs propres bêtises qu'ils sont en train de faire dans ces pays. Et cela, ça ne passe pas de cette façon-là. Pas de gros mots, pas de bêtises quand même, pas de gros mots sur le plateau. Est-ce que vous voudriez-vous retirer ce mot bêtise? Bon, par rapport à leur mauvais comportement, parce que à leur incivisme, ça passe, l'incivisme ça passe par rapport c'est bon, il faut être Jérémy, je vous ai vu, voilà, cogiter et réagissez. Je suis bouleversé. Quand les questions de la République doivent être gérées de manière émotionnelle, je m'excuse de le dire. Le président de la République a dit que la justice a un sérieux problème. Et aujourd'hui, nous avons un co-débatteur de l'Union sacrée. Alors là, il faudrait que je sache s'il s'agit de quelle union sacrée, qui dit que la justice de la République doit faire son travail, et ces acteurs qui, je ne vais pas utiliser aussi son mot parce que je suis un peu plus élégant, se permettent ce qu'il a eu à dire, vont devoir rencontrer la force régalienne. Le chef a dit que la justice a un sérieux problème. C'est le président de la République qui a fait ce constat. Et ça sera une thématique qui sera abordée par la suite.
Par rapport au pouvoir qui est le tien, relativement aux dispositions constitutionnelles, il a eu à actualiser certains acteurs qui travaillent en transe avec la justice. Je m'excuse de le dire. Ce débat est républicain. C'est un débat intelligent. Ça nous exige de faire. Une question lui a été posée. Est-ce que vous voulez que la Constitution soit respectée en partie? Et mon cher co-débatteur a décontextualisé le débat. La Constitution, on la respecte en bloc. Si vous voulez cracher sur le fait de la retenue à la source, rassurez-vous que le vrai développement part de la base à la sommité. Et cette retenue à la source fera en sorte que l'on puisse avoir des petits commissariats des polices pour sécuriser la population qui s'émeurt chaque jour. On a connu ce phénomène de kidnapping. C'est parce que dans les petits coins et recoins, l'administration n'a pas assez de moyens pour sécuriser le petit peuple. Mais si aujourd'hui le peuple va devoir écouter un homme d'État tenir un discours aussi discourtois, je m'excuse, cela ne vaut pas la peine. Tel que vous vous êtes permis, Malaika est suivi sur toute l'étendue de la République. Je suis en train de me demander, ça sera quoi la réaction des gomatraciens, de ce peuple qui est dans l'appartenance à la République, en apprenant qu'on va devoir se reposer sur les exigences de 2006, 2011 et 2018, alors que quand le chef de l'État a pris les rênes de la République, il a redonné espoir à ce peuple en lui promettant qu'il va créer son QG dans la partie. Mais je pense que le peuple n'est pas aussi amnésique. Soyons sérieux quand on discute des questions de la République. Et ici, on va nous donner l'impression que ceux qui comptent, ce sont les élections, et l'opposition a peur des élections. Mais je m'excuse, par quelle scientificité? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du taux d'échange, cela n'est pas de la responsabilité de l'opposition. On doit faire preuve de rationalité. En 2018, 100 $ valaient 190 000 francs. Et aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans cette pacotille spéculative liée au fait de retenir les salaires des fonctionnaires de l'État pour créer de la surabondance de la devise alors que nous avons une économie extravertie, c'est de la science. C'est que cette fausse baisse du taux d'échange, c'est un leurre. Et les hommes de science savent qu'ils ne peuvent aucunement s'y fier. Parce qu'aussi longtemps que vous ne produisez pas, aussi longtemps que votre économie est extravertie, aussi longtemps que tout ce que le Congolais mange est importé, le taux d'échange ne changera pas. Et ce n'est pas de la... Souffrez que je suis en beauté. Ce n'est pas de la responsabilité de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui a promis de pacifier l'appartenance à la République. Et en quoi est-ce que... Non, c'était un renchérissement pour donner un sens à ma phrase. En quoi est-ce que l'élection fera preuve d'électophobie? L'électophobie signifie la peur des élections. Le peuple va sanctionner sur fond du bilan. Si aujourd'hui 100 unités coûtent 3 000 francs, ce n'est pas à cause de l'opposition. Et c'est vous, l'Union sacrée. C'est vous qui avez promis aux militaires que dans votre sol, vous allez vous payer une maison et un véhicule. C'est vous qui devez avoir peur des élections. C'est qu'on ne va pas être ici à se tutoyer faussement, raison pour laquelle vous avez si bien dit, cette émission est pédagogique. On ne va pas aller dans des affirmations sans argumenter. Je demande à M. Aron, par élégance, quand vous faites une affirmation, argumentée. Parce que la Constitution, je vais chuter par ça, qui est entre vos mains, vous l'avez réfutée avec force en 2006. Et aujourd'hui, parce qu'elle vous profite, vous donnez le luxe de la lire. Elle ne profite pas, elle profite à la nation, souffrez, elle profite à la République. Souffrez et soyez élégant. Le Sphinx de Limité, après la promulgation de la Constitution 2006, il l'a rejeté. Il a dit que les dispositions de cette Constitution profitent au pouvoir en place. Là, c'est l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Souffrez. Faites preuve d'intelligence. Faites preuve d'intelligence. Souffrez, je peux voter. C'est que si aujourd'hui, vous avez en main une Constitution que vous lisez parce qu'elle vous profite, c'est la Constitution de la République. Ça fait preuve. Profite à tout le monde, y compris vous-même. Nous parlons du régime. Ça fait preuve de malhonnêteté politicienne et ça ne passera pas sur ce plateau. Héritier Maïla, on va évoluer. On parle aujourd'hui, on va analyser un peu la réponse de la MONUSCO par rapport à la demande de sécurisation des opposants qui se sont dit en insécurité, notamment après l'affaire de Kassai de Kananga avec ces soldats qui s'est vu caillassés par des personnes jusque-là non encore identifiées, la population, on le dit. Comment vous avez perçu cette réponse de la MONUSCO? Est-ce que c'est une manière de dire qu'il faut faire confiance à nos institutions quand on dit que la sécurisation est dans la charge de l'État? Quelle est votre lecture par rapport à ça avant qu'on puisse évoluer? Bon, la MONUSCO, c'est une force étrangère. Elle a aussi ses missions. Elle a aussi ses raisons pour
lesquelles elles se retrouvent sur les sols congolais. Elle ne doit pas s'impliquer dans tout ce qui se passe sur la scène politique. La police est là, elle est apolitique. Elle doit arriver à jouer son rôle, à sécuriser la population ainsi que ses biens. Donc, pour moi, le Congo, nous le disons tous les jours que c'est un pays indépendant. Nous devons assumer notre indépendance, arriver à faire des choses nous-mêmes. Nous l'avons vu avec les régimes passés qui a tenu à organiser les élections avec les fonds propres du gouvernement. J'aimerais que cette jurisprudence soit aussi copiée par les régimes actuels. Il ne faut pas seulement imiter à mal, il ne faut pas seulement prendre le mauvais exemple du régime passé et essayer de les appliquer aux opposants. Est-ce que cette démarche, c'est sur la même question des opposants, dénote de manque de confiance dans la police congolaise qui, normalement, en tant que citoyen congolais, devait les sécuriser? Est-ce que ça dénote de cette méfiance? Oui. Quelle devrait être la solution finalement pour qu'ils se sentent sécurisés? Parce qu'il n'y aura pas de MONUSCO pour les sécuriser. Il y a toujours cette méfiance entre l'opposition et le pouvoir. Jusque-là. Mais nous n'avons pas un autre choix. Nous ne serons pas des enfants éternels. C'est plus de 60 ans d'indépendance. On ne doit plus toujours commencer à compter sur les autres. Nous devons aussi apprendre à compter sur notre propre police qui doit aussi être professionnelle et bien correctement jouer son rôle, à mon avis. Voilà. Alors, Bokassa, quelle a été votre perception tantôt là, vous avez parlé de ce qui s'est comporté mal et qui trouverait la police, l'État sur leur chemin, mais quelle est votre lecture sur ce qui s'est passé à Kananga avec Délice Saka? Écoutez, ce qui s'est passé à Kananga, c'est justement une affaire de la population. Écoutez, lorsque un candidat, n'importe quel candidat qui se présente, j'ai vu même certains députés être lapidés parce qu'ils ont promis certaines choses à leur base respective, ça n'a pas été respecté. Mais que voulez-vous? Mais l'État est intervenu pour mettre de l'ordre. Ça, c'est au fait, si vous dites des choses, des mensonges à la population et qu'au moment venu, la population va se prendre en charge. Ici, j'ai entendu, pour revenir une fois de plus sur votre question, que les gens, une certaine opposition veut s'ériger en donneur de leçons aujourd'hui. C'est cette même opposition-là qui a jeté des pots de bananes pour que le régime actuel puisse glisser. Donc c'est cette même opposition qui a mis des épines sur la route du nouveau régime, afin que ce régime de Félix Tshisekedi ne puisse pas bien marcher. Aujourd'hui, ils se donnent aujourd'hui en donneur de leçons, donc ils se font passer pour des donneurs de leçons, dire que non, mais pendant qu'ils oublient que c'est eux qui étaient bien sûr au pouvoir, qui étaient à la manœuvre il y a quelques années, donc justement avant Félix Tshisekedi, ils ont tripatoué la constitution comme il est faut, ils ont manœuvré la constitution comme il est faut, et aujourd'hui là, lorsqu'ils sont en train de me parler de la retenue à la source, pourquoi eux, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas exécuté ça? Pourquoi eux n'ont pas fait ça? Et lorsqu'ils sont en train de me parler, non, écoutez, eux là, ils ont précipité même le démembrement des provinces, que vous voyez, qui n'étaient pas même bien étudiés, il n'y avait même pas de cadre de base, les provinces n'avaient pas encore de cadre, tout a été précipité parce qu'ils avaient des conflits entre eux. Et aujourd'hui, se servant de ça, ils veulent dire, faire voir au peuple que non, si la Constitution doit être respectée, elle doit être respectée dans son ensemble. Évidemment, la Constitution doit être respectée dans son ensemble, et vous êtes en train vous-même de vous accuser parce que vous étiez au pouvoir. Adolphe Muzito, le président de votre parti, était Premier ministre dans ce pays, il a travaillé avec Joseph Kabila, c'est parmi les gens, c'est pendant cette période-là qu'on mettait en prison les opposants, qu'on fermait les chaînes des médias appartenant aux opposants, c'est pendant cette période où Moïse Katumbi, l'opposant, était contraint à l'exil, c'est pendant cette période où que vous avez assassiné Rossi Mukendi et tous les autres qui manifestaient contre votre régime parce que vous n'avez pas respecté les délais de la Constitution, vous ne voulez pas laisser le pouvoir. C'est à votre époque, monsieur,
Il ne faut pas venir ici mentir au peuple congolais et dire des choses qui ne sont pas fondées. Parce que vous étiez à la gestion de l'État, à la gestion de la République. Vous avez montré vos limites. Nous sommes en 2020. C'est à votre époque qu'on avait découvert des fausses communes. Nous sommes en 2020. Partout, il y avait des tueries partout. C'est à votre époque que nous avons vu l'M23 dans ces pays. Donc c'est à votre époque. Aujourd'hui, non, il ne faut pas vous blanchir. Aujourd'hui, dire que non, c'est Félix Tshisekedi, ce n'est pas la faute de l'opposition. Vous êtes quel genre de l'opposition? Vous qui avez géré ces pays, vous êtes quel genre d'opposition? Non, vous ne pouvez pas vous présenter comme étant des saints et tout jeter sur Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a hérité de votre bilan catastrophique. Et il est en train d'essayer de remettre les choses sur les rails. Il ne faut pas vous crier. Ces gens-là, oui, on a pris assez de temps malheureusement. On doit évoluer. Il fallait vraiment revenir sur ça pour faire voir au peuple que ces gens sont en train de vous mentir. Ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait pour le peuple congolais. On parle de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. On va commencer avec l'actualité. Ce qui fait déjà la une, c'était l'autopsie du corps de l'ancien député Cheriba Okende. On a vu la présence des Américains, des Français, des Sud-Africains, des experts congolais, de la MONUSCO elle-même, qui a pris part à cet exercice-là, donc à cette procédure de l'autopsie. Déjà, à ce niveau, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais commencer avec vous, Héritier Emaïla. Déjà, tel que le décor a été planté avec tous ces experts, on a vu la famille de Cheriba Okende qui réclamait à ce qu'il y ait des experts indépendants. Est-ce qu'à ce niveau, juste ce qui a été présenté, on peut se dire que ça évolue normalement? Il y a encore un flou. Jusque-là, les conditions dans lesquelles il a été tué ne sont pas connues. C'est vrai que les enquêtes sont encore en cours. On ne sait pas. Est-ce que la présence de ces internationaux rassure quand même? Bon, c'est difficile de le dire parce que jusque-là, il y a des contradictions par rapport aux résultats. Il y en a qui tiennent à dire ce qu'il a été poignardé, qu'il a été torturé, qu'il a été tué de cette façon-là. Il y a aussi les résultats de l'autopsie qui démontrent qu'il a reçu des balles juste après sa mort. Jusque-là, il y a les flous, mais tout ce qui fait mal ou tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé quand même Cheriba Okende tué ou assassiné, et ça fait mal parce que c'est au gouvernement de protéger ou de sécuriser n'importe quel Congolais, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa tendance. Et ici, ça tombe mal parce que Cheriba Okende est de l'opposition et vous voyez la connotation que ça donne. Et du coup, on assiste à des accusations entre pouvoir et opposition. Ceux de l'opposition pensent que c'est le pouvoir qui l'a tué et ceux du pouvoir pensent que c'est un problème interne et qu'il a été tué par les membres de son camp. Jusque-là, c'est le flou, mais nous ne pouvons pas dire beaucoup de choses tant qu'on n'a pas des résultats ou la conclusion finale par rapport à ces dossiers. Des enquêtes. Jérémy Havre, l'opposition a tout de suite crié après ce découverte macabre, a tout de suite crié, on a vu le président même de Cheriba parler d'assassinat politique, il était direct, il a dit comme ça, et tout. Alors, par rapport au déroulement juste de fait, on n'a pas les conclusions définitives de cette enquête, mais déjà telles que les choses se présentent, est-ce que ça peut rassurer la présence de tous ces experts, MONUSCO, américains, sud-africains, est-ce que ça peut quand même rassurer l'issue de cette enquête? Par le fait que si on s'appuie sur les allégations du président de la République, qui ne compte pas aussi sur la justice, je pense le fait d'associer d'autres forces, surtout dans cette phase qui est pré-juridictionnelle, pour savoir comment établir les faits, j'ai été content de constater la présence de ce Belge qui est expert en crime des lieux, ce qui signifie naturellement qu'il va devoir aussi, par rapport à son expertise, vu d'ailleurs qu'il
n'y a pas d'accointance, s'il n'y a pas de subordination par rapport à la justice congolaise, je pense que son analyse sera un peu beaucoup plus impersonnelle. Et aussi, quand on sent la participation de la MONUSCO et aussi de cette délégation sud-africaine, je pense que par cette force des différentes structures conjointes, il sera possible, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière, que nous puissions avoir une conclusion à l'issue de cette enquête qui soit beaucoup plus impersonnelle. Et de ce point de vue, si on doit rentrer dans la petite polémique politicienne, je suis en train de m'imaginer si à cette époque c'est un autre régime qui était à la guidance de la République. Et c'est quoi la lecture que l'on devait apporter à cette situation plus que macabre qui s'est produite en plein XXIe siècle dans un État qui se veut de droit, dans un État qui pense qu'il sécurise le plus petit peuple. Si un député national peut être assassiné dans des si conditions biscornues, que dire du petit peuple? Et je pense, de ce point de vue, en dehors des émotions politiques, si on doit être drastique et réfléchi, cette situation encense la fragilité de l'action gouvernementale du point de vue sécuritaire. Parce que si la sécurité était à sa satiété, que ça soit une orchestration de son camp politique, que ça soit une machination du pouvoir en place, je pense que nous ne devrions déjà pas arriver à un tel sabotage politique. Très bien. Ce qui signifie au fond que nous devons être aussi francs dans nos analyses, parce que si c'était à l'époque souffrait, je chute en beauté, du régime Kabila, l'opposition d'antan devait saccager le régime en place. Mais nous ne le faisons pas parce que nous ne sommes pas de cette école-là. Très bien. Nous savons que la République a des difficultés, nous savons que l'action gouvernementale est défaillante, mais nous comptons sur l'implication du président de la République en tant que grande nation pour que la lumière soit tirée, et nous savons qu'il est bourré de beaucoup de volonté et les responsabilités seront établies. Très bien, avant qu'on passe. Une fois de plus, je compatis avec la famille du feu Chéribe Okende. En tout cas, c'était un grand patriote, paix à son âme. Nous avons été vraiment choqués par sa disparition brutale de cette façon-là, comme ça s'est passé, et cet assassinat-là. Ça n'a pas plu, ça ne nous a pas plu et ça ne peut pas plaire à qui que ce soit. Je crois que la justice est en train de faire son travail, qu'on ne vous laisse pas entendre ici que le président de la République ne compte pas sur la justice, sauf que le président de la République, il n'était pas content de la manière dont les choses s'est passées au niveau de la justice, mais il est en train de fournir les efforts pour redonner les blasons ternis de notre justice. Aujourd'hui, il y a les nouveaux magistrats qui sont là, il y a les autres qui partent en retraite, il y en a qui sont démis de leurs fonctions. Donc tout ça, c'est pour redonner les blasons ternis de notre justice. Et le président de la République compte sur cette justice parce qu'en tant que lui-même, il est le magistrat suprême. Donc, c'est le rôle, bien sûr, du gouvernement de protéger les citoyens, le peuple congolais. Et je vous assure ici que le feu Chéribe Okende était protégé. Il avait un garde du corps, un policier. Et ces policiers, aujourd'hui, comme c'est du rôle du gouvernement, donc le gouvernement a fait son travail, il avait un garde du corps. Et ce garde du corps, s'il a failli à sa mission, donc il est en train aussi de répondre par rapport à tout ça. Donc, laissons à la justice faire son travail. Voilà, on nous parle de notre justice, on ne peut pas faire confiance à notre justice. Oui. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre que nous sommes un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas très bien équipés comme les autres pays. Il n'y a pas de caméras de surveillance sur les routes, il n'y a pas des histoires des enfants. Donc, nous sommes en voie de développement. Et tout le monde le sait. L'opposition le sait. La majorité le sait aussi. On ne joue pas avec c'était votre bilan. Vous nous avez laissé dans cette situation-là. Vous nous avez laissé dans cette situation. Aujourd'hui, vous devrez quand même acclamer Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui marchent. Vous nous poussez, il y a des choses qui marchent. Mais il faut acclamer pour le président. Non, ça c'est vous qui le faites. Je suis fier de lui. Il est en train de faire le tout, de réformer nos services de renseignement, d'équiper nos militaires pour que tout puisse bien se passer. Aujourd'hui, les enquêtes sont en cours. Et s'ils veulent appeler
appelez les enquêteurs internationaux, c'est de leur droit, bien sûr. Ils vont venir, ils vont travailler en synergie avec nos services de sécurité pour que toute la lumière soit faite sur cette question de Chérémé Okende. J'aimerais qu'on termine vraiment en 1 minute chacun. On va placer juste un mot, quelques mots sur la situation sécuritaire, bien sûr, avec cet aspect de tout ce qui a été fait par le président de la République dernièrement. On a vu des ordonnances qui a réaménagé un tout petit peu son cabinet avec un nouveau conseiller en matière de sécurité, même au niveau de la tête, la plus grande instance, notamment sécuritaire, avec l'Agence nationale de renseignement. C'est des notoriétés publiques, c'est pas un secret d'État qu'on dévoile ici. Tous ces changements-là, est-ce que ça peut avoir de l'impact, notamment sur la situation à l'Est, sur la sécurisation de la République démocratique du Congo? En quelques mots, on finit, on est pratiquement à la fin. On commence avec vous, Jérémy. Évidemment, le président de la République est animé de beaucoup de volonté pour changer les choses. Ah bon, moi, je pense que dernièrement, après son entrevue, écoutez la suite. Non. Dernièrement, c'est le début que j'entends dire. Je vous salue. Le président de la République. On se détend sur le plateau. Ça va, c'est la nation, c'est la c'est un frère. En tout cas, merci. Le président de la République, il est animé de beaucoup de volonté. Oui. Il est animé de beaucoup de lucidité aussi d'ailleurs. C'est ce qui nous manque. Parce que mon soutènement à moi, ce sont ses propos avec Mme Tina Salama, quand il a constaté qu'il y avait beaucoup de bavures. Et il a dit naturellement qu'il y a un discrédit qui est jeté sur le gouvernement. Et il a dit que je vais faire de mon mieux pour mener des actions qui feront en sorte que le blason soit redoré, surtout du point de vue de la justice et de la sécurité. Très bien. Et le chef entame déjà des actions. Mais dommage, c'est à 4 mois des élections. C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Voilà. Avant Boukassa, rapide-toi. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, monsieur le journaliste. Que ça soit Répondez à la question dans 2 mois, que ça soit dans 1 mois, il n'est jamais trop tard. Le président de la République a une vision pour ce pays. Et tant qu'il n'est pas encore satisfait de la manière dont évoluent les choses, il est toujours en mesure d'échanger des animateurs pour atteindre la perfection. Même s'il reste 2 jours. Même s'il reste 2 jours, même un seul jour, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Merci. Parce que c'est mieux faire en 2023. dont vous avez loué. C'est en 2023 Vous avez loué sa volonté. Et tout ce qui nous manquait dans ce pays, c'était la volonté de bien faire. Il a loué cette bonne volonté du président de la République. Oui, en tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'est sincère. Mon cher Jérémy. C'est sincère. Ça, en tout cas, ça vaut son pesant d'or. Avec cette bonne volonté du président de la République, rassurez-vous que tout va changer. Et tout doit changer. On va placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut en 2023. Même au-delà de ça. Il a encore 5 ans. Bon, $100. Il a encore 5 ans. Nous avons encore 5 ans. Vous avez acheté la semis. Nous avons encore 5 ans. Même plus que ça. Vous avez acheté la semis. Voilà, on va changer les animateurs. J'aimerais dire aussi comme Jérémy, mais pour quel temps? Je crois qu'on se réveille peut-être vers la fin. Et là, nous avons suivi mon frère Aaron dire que ce sont les élections qui sont prioritaires pour l'Union sacrée jusque-là. Est-ce que les conseillers en matière de sécurité du chef de l'État iront au front? Je ne pense pas. Est-ce que c'est lui qui va commander la défense? Je ne pense pas. C'est peut-être il va collaborer avec le ministère de l'Intérieur, c'est pour d'autres informations, parce que l'armée a sa propre agence de renseignement qui ne dépend pas de... Merci beaucoup. Voilà, la police d'antenne est déjà là pour nous rappeler alors qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Politique à la carte de ce dimanche était vraiment animé. J'ai reçu Héritier Maïla, il est analyste des questions politiques en République démocratique du Congo. Merci d'être passé. Merci. Et à ma gauche, j'avais Jérémy Eliab, fédéral de Nouvel-Élan dans la province du Haut-Katanga. Merci d'être passé. Merci dans leur profond. Merci beaucoup. Et l'Union en sacré, la majorité au pouvoir a été représentée par Aaron Boukassa, et donc cadre de l'Union en sacré. Merci à vous. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Merci également à l'ensemble du peuple congolais qui nous a suivis. Voilà, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres analyses des questions politiques en RDC. Au revoir.